En permaculture, on force pas les plantes à devenir identiques les uns avec les autres. Avec les humains, c'est la même chose. Au jardin, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire de l'observation pour connaître les besoins, les limites, la rusticité, qu'est-ce qui serait attractif, expulsif, qu'est-ce qui permettrait d'obtenir les meilleures récoltes, comment on peut les disposer dans l'environnement, quelle distance on doit mettre entre chaque plant, etc. En permaculture humaine, quand on s'en inspire, on va faire la même chose avec notre design de vie. On va faire en sorte, par exemple, de rapprocher les compatibles, d'éloigner les incompatibles. Éloigner, ça ne veut pas dire ne pas les mettre dans notre vie. Ça ne veut pas dire couper les ponts ou bannir des gens de notre environnement complètement. C'est pas ça du tout. Mais dans un jardin, on peut choisir de mettre plus loin des plants qui vont tolérer, par exemple, plus d'humidité au sol. Et on va mettre d'autres plants qui vont exiger moins d'eau à une distance les uns des autres. Ça ne veut pas dire que qu'ils sont mauvais ou qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est pas ça. Par contre, on va respecter les besoins de chacun et on va designer notre jardin pour que on puisse faire fleurir et fructifier notamment tout ce qu'on a besoin. Dans notre vie, on va faire la même chose. On va chercher à se rapprocher des gens qui vont nous énergiser. Ceux avec lesquels, par exemple, c'est pas un combat de faire nos activités préférées. Par exemple, des gens qui vont avoir une grande, un grand intérêt pour les activités extérieures. Et il y en a d'autres qui vont être des rats de bibliothèque et qui vont aimer mieux le cocooning. Ça ne veut pas dire que les gens sont incompatibles. Ça veut dire qu'on va se rapprocher davantage des gens qui s'enlignent mieux avec nos besoins et nos aspirations. Donc, naturellement, pour qu'on ait plus d'énergie dans notre vie, on va avoir tendance à se rapprocher des gens qui vont être compatibles avec nos activités, notamment. Et quand on parle d'activités, pour que ce soit des activités énergisantes, souvent, bien que l'apprentissage est toujours une des formes les plus élevées d'énergie, les gens vont observer les personnalités pour réunir les gens compatibles ensemble pour leur activité. Comme ça, c'est moins difficile d'aller vers le mouvement, se challenger. Même faire déplacer quelqu'un dans des activités qui ne l'intéressent pas, c'est très difficile. Donc, nos compatibilités de personnalité vont venir jouer un rôle très important dans notre énergie. Par exemple, quelqu'un qui a une grande ouverture et qui est ouvert à l'exploration, qui est très curieux, qui est très stimulé par tout ce qui est intellectuel, va avoir beaucoup de compatibilité avec d'autres personnes qui sont également ouvertes. Donc, rajouter des gens qui nous ressemblent, qui ont des compatibilités au niveau de la personnalité, va faire en sorte que ça va être plus facile de se retrouver avec un plus grand entourage pour nos activités qui nous intéressent et se stimuler les uns les autres dans des énergies positives, comme l'exploration, comme l'expédition, comme les activités intellectuelles. Des gens qui vont être des rats de laboratoire vont également être stimulés par d'autres gens qui ont les mêmes intérêts. La même chose avec les rats de bibliothèque, pardon, ou ceux qui ont des traits d'amabilité élevés, c'est des gens qui vont aimer participer, par exemple, à euh, des collectes de fonds, à Nez Rouge, euh,
à des activités qui vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir mettre à profit leur amabilité et se sentir utiles et rencontrer des gens qui sont comme eux. Qu'est-ce que ça va faire s'ils rencontrent des gens qui sont comme eux? Ça va être beaucoup moins énergivore. Parce que comme on sait, les gens qui ont un très haut taux d'agréabilité dans les traits de personnalité du Big Five vont avoir tendance à passer les autres avant eux. Puis des fois, ça va être difficile euh, de ne pas se vider d'énergie quand c'est des relations où c'est pas réciproque ou pas suffisamment dans le partage des énergies. Donc, s'entourer de gens qui sont comme soi et qui sont également agréables, ça va être plus facile de ne pas perdre toutes ces énergies parce qu'on est entouré de gens qui aiment offrir, qui aiment rendre service également. Donc, si on se rapproche de, de gens ou d'activités qui mettent à contribution des gens comme nous, ça va faire en sorte que les gens vont se sentir beaucoup moins vidés. Quand les gens se sentent vidés, c'est souvent parce qu'ils se retrouvent au mauvais endroit où les gens n'ont pas des personnalités similaires. Donc, à ce moment-là, ils ont l'impression de vivre toujours du one way. Et ils se disent, mais c'est toujours moi qui donne, je donne, mais je reçois pas. Puis là, on devient, on se sent coupable parce qu'on se dit, OK, mais quand on est dans l'altruisme, on ne devrait pas faire des calculs comme ça. Souvent, on entend ça. OK, mais c'est pas un vrai généreux parce que il se plaint que c'était à sens unique. Mais toutes les relations humaines devraient être dans une certaine équitabilité, une certaine équilibre. Il n'y a aucune relation qui mérite de se faire vider d'énergie. Donc, il n'existe pas des altruistes où, OK, mais cette personne-là, elle a l'étiquette d'altruiste et elle doit donner jusqu'à temps qu'elle n'ait plus rien. Et l'autre doit recevoir parce que lui, c'est pas grave, il n'est pas altruiste. Oui, il ne doit pas recevoir la qualité de l'être puisque elle ne le fait pas sans fin. Ben, moi, je ne suis pas de ces gens-là qui croient que les gens généreux doivent l'être à l'infini et jusqu'à se vider de toutes les énergies. Je pense que des relations équilibrées, c'est des relations où on peut être généreux et attendre à une certaine réciprocité dans la relation et également dans le partage d'énergie. Donc, en permaculture humaine, ce que l'on dit, quand on s'y en inspire, c'est prendre soin de soi d'abord, prendre soin de l'autre ensuite et partager de façon équitable les ressources étant l'énergie notamment. Donc, tous les vivants, c'est comme ça. Même au jardin. Il y a pas de plants au jardin qui vont donner sans cesse et ne rien recevoir. Ça n'existe pas. Le plant mort. Le plant va s'épuiser et il va mourir. Donc, on ne peut pas être altruiste jusqu'à la mort. On doit être dans un échange relationnel qui fait en sorte que l'on reçoit également des énergies. Donc, le lien que je veux faire ici entre le jardin et la personnalité, les traits de personnalité du Big Five, c'est l'observation. D'abord, l'observation. Il y a l'intention. On commence avec l'intention. L'intention, c'est l'intention d'aller vers un but commun nourrissant, une relation nourrissante, c'est l'objectif. Quand on est dans l'intention de développer, de maintenir et d'encourager une, euh, une relation nourrissante pour soi, pour les autres, on a l'intention d'être dans une relation où chacun prend soin de soi d'abord, prend soin de l'autre ensuite et partage de façon équitable les ressources, étant l'énergie, principalement ici. Donc, les traits de personnalité du Big Five vont venir nous aider
à observer les besoins de chacun. Parce que pour pouvoir juger qu'une relation est équilibrée ou nourrissante en tenant compte de l'autre, on doit être dans l'observation de soi-même et de l'autre. Quand on observe l'autre, on peut obtenir des informations sur sa personnalité et ses différences avec nous. Les 5 traits de personnalité du Big Five sont l'ouverture, la conscienciosité, l'extraversion, l'amabilité et le neuroticisme. Il y a des traits, je crois, qui sont favorables ensemble et d'autres où on a avantage à s'entourer de gens qui sont différents pour travailler sur soi et pour la flexibilité cognitive notamment. C'est une des raisons. Mais aussi, si on observe le neuroticisme, les gens qui ont des neuroticismes élevés, c'est-à-dire la stabilité émotionnelle, ont avantage à s'entourer de gens qui sont résilients, plus résilients, pour s'en inspirer, pour apprendre à mieux se réguler, notamment. Les traits de personnalité du Big Five sont assez stables tout au long de la vie, mais peuvent avoir des modifications dans certaines étapes de vie importantes ou certaines épreuves. On peut toujours travailler sur soi. Le trait de conscienciosité, c'est le trait qui est le plus facile à bouger parce qu'il concerne la discipline, concerne les buts, les objectifs. Il y a certaines périodes de vie où on a plus de buts, plus d'objectifs, plus de motivation à les atteindre pour construire. On voit mieux les trésors qui vont en découler. Donc, à long terme, on peut s'attendre à développer davantage sa conscienciosité par l'apprentissage et nos expériences de vie. Comme au jardin, les plants sont pas, on s'attend pas d'avoir les mêmes plants et de rendre les plants identiques les uns avec les autres. Plus il y a de diversité dans notre jardin, plus c'est nourrissant et enrichissant, évidemment. Donc, la variété, la diversité demande à ce qu'on respecte les différences. Pas seulement dans l'observation, mais dans la façon d'interagir avec également. Être plus conscient de ce qui nous énergise va nous permettre, comme dans un jardin, de faire des meilleurs choix relationnels. Parce qu'on va faire des choix en fonction de caractéristiques qu'on peut retrouver notamment dans les traits de personnalité du Big Five, en faisant le test ou en observant les gens de notre entourage, en ayant une bonne écoute. On peut aller détecter des subtilités et en discutant, en considérant que les besoins de l'autre sont importants dans la relation autant que les nôtres. Donc, c'est normal que l'autre personne va vouloir respecter son unicité et nous faire respecter son unicité. C'est pas parce que la personne est méchante ou qu'elle nous respecte pas dans comment nous on est, mais c'est parce qu'elle, elle est différente et elle se respecte elle. Donc, il y a certains traits qui demandent à être observés et à considérer l'interaction qui va devoir y avoir avec. Par exemple, ça peut être une certaine distance. Si on est très extraverti et qu'on a un enfant qui est très introverti, on va devoir apprendre à respecter
le fait que la façon que la personne va aller s'énergiser. Donc, il faut observer l'autre et, par exemple, on ne peut pas être dans le reproche d'un mode de fonctionnement qui énergise l'autre personne. C'est au cours de la vie des expériences qu'on va apprendre par l'observation et par la communication à mieux se respecter. Aussi, euh, ça peut être au niveau de la conscienciosité. Une personne peut devenir très inconfortable lorsqu'il n'y a pas d'ordre et de discipline. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être certaines rencontres qui vont être plus énergisantes que d'autres avec la personne. Parce que on va considérer comment elle est la personne. Donc, que ce soit ça ou en extraversion, par exemple, on peut se dire que on sait que cette journée-là, ça va demander plus d'énergie à la personne de m'accompagner dans tel endroit à cause de son mode de fonctionnement ou à cause de ses traits de personnalité. Si on se rend compte qu'on est entouré de gens qui sont réellement pas compatibles avec nous dans le sens que la personnalité fait en sorte qu'à toutes les fois qu'on est en rencontre ou en interaction, ça demande de l'énergie. Pas parce que la personne n'est pas bonne, parce qu'on est incompatible. On s'épuise ensemble. Tout n'est pas nécessairement bon à dire. À quoi ça sert d'apporter une information qui va seulement apparaître comme un jugement? Donc, si on veut maintenir la relation, avoir pour objectif de, d'avoir des relations nourrissantes, de respecter le rythme de chacun, le mode de fonctionnement de chacun, ça peut être une question de distance, ça peut être une question de choix d'activité. Moi, je suggère de davantage observer ce qui nous énergise. Parce qu'on dit à notre cerveau d'observer ce qui est beau. Quand on observe ce qui est beau, quand on cherche ce qui est beau, on est déjà un peu plus heureux chaque jour que de chercher ce qui est pas beau et ce qui fonctionne pas. Ben, si ça fonctionne pas, cherchons ce qui est beau. Ce qui est beau, c'est ce qui est compatible. C'est ce qui va nous énergiser. Plutôt que de focusser sur les relations qui nous énergisent pas et d'en juger, mais portons attention à ce qui nous énergise et cherchons les relations et les communications qui vont le faire, sans que ce soit une fuite. Évidemment, il y a des communications qui sont importantes et qui sont difficiles et qui méritent de l'aide parce qu'on tient à la relation. Mais moi, je parle d'un quotidien, d'un design de vie, d'un design relationnel qui permet de faire en sorte qu'on fait des choix de fréquentation et des choix d'activité, des choix communs d'interaction, des objectifs communs. On peut avoir des objectifs individuels, mais on a souvent des objectifs communs quand on se rencontre. Et puis, c'est pas toujours de la performance, là. C'est, euh, c'est pas nécessairement, par exemple, c'est pas nécessairement un projet rémunérateur commun qui va faire en sorte qu'on est en relation. Ça peut être une passion commune à développer. Il y a des gens pour qui on a des coups de cœur et qui nous font du bien d'être en relation et d'être en contact sans que ce soit calculé, sans que ce soit un choix des cases à cocher pour dire que cette personne-là, elle a répondu à beaucoup de cases, donc je me permets de l'aimer. Donc, il y a des gens qu'on aime, c'est des coups de cœur. On les croise, ils nous font du bien, juste leur présence, leur rayonnement, leur énergie.
Puis, on apprend de leur personnalité et puis ensuite, on s'adapte parce qu'on les aime. Donc, quand c'est le cas, quand on est entouré de gens qu'on aime et puis qu'on observe nos différences, on peut se dire à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a en commun dans nos traits de personnalité? Qu'est-ce qu'on a en commun qu'on pourrait mettre à profit pour nous énergiser un petit peu plus d'une façon introspective ensemble, l'observer, euh, parce que des fois, c'est un petit peu du hasard. On attend que les occasions se présentent, puis oui ou non, mais quand on peut y penser et se dire, oui, on a des choses en commun, on a une ouverture en commune. Moi, j'ai une certaine ouverture, toi aussi. Donc, il y a des choses qu'on pourrait faire ensemble qui nous énergiseraient par le mouvement de ce qu'on fait. Donc, ça serait stimulant d'aller vers ça, parce qu'on est encore d'autres personnes qui peuvent dire non, mais moi, j'aimerais ça, j'aimerais ça contribuer à une campagne quelconque et je sais que cette personne-là, c'est la personne avec qui ça serait vraiment le fun de partager cette activité-là parce qu'on en mange toutes les deux. Donc, c'est intéressant quand les gens se connaissent et s'écoutent de découvrir qu'est-ce qui en commun permettrait de faire des choix conscients, énergisants. C'est quelque chose qui permet de changer des patterns. Il y a des gens qui ont des patterns de critique et de jugement ou de déresponsabilisation. Aussitôt qu'ils perdent de l'énergie, on a tendance à chercher dans l'environnement. C'est de la faute à qui si on perd de l'énergie? Mais des fois, c'est pas la faute de personne. C'est comme une plante dans un jardin. Si elle fleurit mieux à l'ombre, c'est pas parce qu'elle s'aime pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont faire cette critique-là, puis même qui en prennent une habitude de nommer et de rappeler à tout le monde telle personne s'aime pas, elle s'aime pas, elle s'aime pas, parce qu'il la juge différente. Mais non, si elle fleurit à l'ombre, c'est pas parce qu'elle est différente, c'est pas parce qu'elle est mauvaise, c'est pas parce qu'elle s'aime pas, c'est-à-dire comme toi, elle est pareille comme toi, dans le sens que elle se respecte, elle fleurit, il y a des choses en commun, c'est juste pas au même endroit. Donc, travailler à essayer de juger moins pour observer plus, pour aimer plus la différence. Travailler à observer la différence nourrissante de l'autre. C'est apprendre à se connaître aussi, à savoir que cette personne-là s'épanouit dans tel environnement. Moi, non. Mais ça ne veut pas dire que l'autre a tort. Ça veut dire qu'elle n'a pas la même personnalité, qu'elle n'a pas les mêmes objectifs, qu'elle n'est pas stimulée par les mêmes choses. Puis c'est correct. L'incompatibilité, ça ne veut pas dire ne pas s'entendre. Ça veut dire peut-être se voir moins souvent parce qu'on veut s'entourer de gens qui sont plus compatibles, mais le faire de façon non jugeante et puis maintenir quand même les liens. C'est juste que les rythmes peuvent être différents. C'est de l'ajustement pour les besoins de chacun. Donc, sans être dans le jugement, des fois, on peut décider de voir moins souvent quelqu'un, mais ça nous fait plus de bien, cette distance-là, parce que quand on se voit, on est vraiment plus attentif, plus à l'écoute. On sait que, bon,
On se verra pas nécessairement 3 fois par semaine. Par contre, quand on se voit, ça vaut la peine. C'est une question d'énergie. Comment chacun puise son énergie? Qu'est-ce qui la stimule? Qu'est-ce qui l'aide à obtenir ses objectifs? À atteindre ses buts? Est-ce que c'est compatible? Est-ce que les gens qui m'entourent, c'est des gens que j'aime encourager? Est-ce qu'à l'intérieur de moi, les gens qui m'entourent, j'ai de la difficulté à les encourager parce que je suis, euh, je suis pas stimulée par les mêmes choses. Donc, je pense pas. Ça veut pas dire qu'on est mauvais, chacun de nous. Ça peut vouloir dire seulement que l'attention n'est pas portée sur les mêmes choses. Parce que naturellement, ça fait pas partie de notre personnalité ou parce que notre attention est portée ailleurs. Mais quand on veut s'élever en énergie et augmenter l'énergie qu'on transmet aux autres de façon positive, ben ça nous aide de s'entourer de gens pour qui réellement on a envie de le faire parce qu'on est compatible, parce qu'on allume sur les mêmes choses, parce qu'on est stimulé par des défis qui se ressemblent. Là, faut pas croire que dans la différence, c'est pas stimulant. La différence peut être très stimulante. Les gens qui, par exemple, ont un intérêt pour ce qui est des sujets intellectuels, ils vont être intéressés par l'apprentissage. Bien sûr qu'ils vont aimer s'entourer de différences. Ça va les stimuler. Ils vont être entourés de gens qui vont avoir une certaine ouverture. Pourquoi? Mais parce que c'est des gens qui souvent ont un petit peu moins de conscienciosité. Là, je ne suis pas dans le calcul, mais c'est ce qui ressort souvent des traits de personnalité. Mais comment on peut le réfléchir et le comprendre? C'est que les gens qui sont très consciencieux, qui ont un trait de personnalité, de conscienciosité élevée, vont être euh, des gens qui vont avoir une discipline, vont avoir beaucoup de rigueur et vont établir des routines plus rigides habituellement. C'est une force de pouvoir atteindre ses objectifs par la discipline et la routine. Pour les gens qui sont plus ouverts, la routine peut avoir, dépendamment des milieux, là, mais la routine peut donner l'impression qu'il y a un manque au niveau de l'apprentissage, qu'on est moins stimulé par les informations, par les nouvelles connaissances, parce qu'on est dans une routine, on tombe dans une zone de confort. Donc, les gens qui vont être stimulés avec la curiosité intellectuelle, c'est des gens qui, parfois, vont être moins consciencieux parce qu'ils vont avoir moins de routine, mais qui vont être plus allumés à vouloir connaître et savoir les nouvelles, essayer des nouvelles façons de faire, apprendre plus souvent et donc sortir de sa routine ou sortir d'un mode établi pour rentrer dans un autre. Donc, c'est possible que dans certaines activités, il y a des personnalités qui vont être plus compatibles parce que c'est des activités qui vont demander plus de rigueur, plus de discipline, comme l'entraînement au gym, par exemple. C'est des gens avec des traits de conscienciosité ou qui travaillent sur leurs traits de conscienciosité et qui font en sorte que par leur
par leur discipline et par leur volonté d'être assidus et de toujours avoir en tête leur objectif et leur but. C'est des gens qui vont atteindre des objectifs parce qu'ils rentrent dans une routine et ils la respectent. S'entourer de gens comme nous, c'est plus facile pour eux que de s'entourer de gens qui vont vouloir les tirer dans des activités qui peuvent être différentes d'une journée à l'autre. Par exemple, ça peut être plus difficile parce que la routine ne sera pas claire. Donc, au jardin, c'est la même chose. Il y a certaines cultures qui vont aimer être entourées de plants qui leur ressemblent et il y en a d'autres qui vont vouloir des différences. Quand je dis vouloir, c'est parce que je fais le lien avec les humains. C'est bien certain que c'est pas une question de volonté, mais c'est une question de compatibilité. Pourquoi? Bon, j'ai entendu de certains que, ah, mais non, la permaculture, il y a beaucoup de mythes là-dedans. Bon, là, il va être notre intelligence, là. Quand on parle d'attraction, s'il y a des plantes qui sont plus attractives des pollinisateurs que d'autres, c'est un fait. Si ils ne concurrencent pas le plant dans les nutriments, si c'est pas des plantes envahissantes pour l'autre, comme la menthe verte peut réellement être une plante envahissante, donc j'aurais pas tendance à la mettre avec n'importe quel plant. Donc, on peut comprendre que des compatibilités réelles et très rationnelles qui fait en sorte qu'on ne met pas un plan avec un autre. Parce que l'autre plan va être étouffé, parce que rapidement, il va être envahi, parce que le jardinier va passer ses journées à les tailler, puis à aller faire en sorte que il va y avoir plus de travail au niveau de... Le but est d'alléger les tâches au jardin. Donc, puis évidemment, si on met un plan qui demande du soleil et qu'on le met, et que c'est un petit plan, et qu'on le met en dessous d'un grand plan ou près d'un grand plan qui va lui faire de l'ombre, on n'est pas dans la compatibilité. Donc, que ce soit au jardin, que ce soit en nature, en ce qui pousse naturellement en forêt ou que ce soit dans nos relations humaines, quand on pense, tout à l'heure, je donnais l'exemple de l'extraversion, l'introversion, c'est un mode de fonctionnement. C'est des caractéristiques, c'est des unicités, c'est des différences. Ça ne veut pas dire que qu'ils se retrouveront pas ensemble dans une assiette. Ou ça ne veut pas dire que deux personnes ne seront pas compatibles dans une équipe de travail. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que dans un design de vie où on fait des choix rationnels de qu'est-ce qui est bon pour nous, vers où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut obtenir de notre vie, la première chose que tous les humains doivent chercher à obtenir, c'est de l'énergie. Parce qu'il faut se rendre au bout, au bout de notre vie, avec le plus d'énergie possible, dans le sens d'énergie équilibrée. Il faut savoir se réguler, il faut savoir s'entourer, faire des bons choix, aller vers des objectifs. Pas faire des choix au hasard. On en a du hasard, la vie est remplie de hasard. On va rencontrer toutes sortes de personnes dans notre vie. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de hasard et beaucoup d'incompatibilité. Il reste que on a le choix dans nos fréquentations de maintenir des liens nourrissants. C'est même pas juste un choix, c'est un devoir. C'est un devoir pareil comme de se laver, brosser ses dents, manger, dormir, bien s'entourer. C'est une responsabilité, c'est un devoir envers soi-même et même envers les autres. Pourquoi? Mais parce que même les gens
Les gens qui ne travaillent pas à se nourrir, à se soigner, à prendre soin d'eux, à se laver, mais ils vont avoir un impact sur les autres. Les relations, c'est la même chose. C'est, on ne fait pas attention à comment on s'entoure, l'impact qu'ils ont sur nous. Si on laisse n'importe qui dans notre environnement nous juger ou nous faire sentir qu'on n'est pas à notre place et que on- c'est conflictuel ou ça graphine ou c'est négatif constamment, on a un devoir envers soi-même d'aller construire sa vie dans un environnement qui va être nourrissant. C'est bon pour nous, c'est bon pour l'autre. Si l'autre personne n'est pas heureuse avec nous, elle n'est pas heureuse avec nous. Si nous, on se sent euh, dans un environnement qui n'a pas notre rusticité, comme si je fais encore les liens au jardin, si on est dans un environnement où il n'y a pas de résonance avec le vivant autour, ou si on se fait reprocher d'enlever de l'énergie, ou si ça nous en demande réellement beaucoup et qu'on est vidé chaque fois qu'on se retrouve dans notre noyau relationnel, il y a des changements qui méritent de se faire parce que c'est sûr que ça demande du courage, mais il faut prendre soin de soi. C'est ça notre première responsabilité, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi, prendre soin de l'autre et partager les ressources de façon équitable étant l'énergie. Le troisième élément, c'est la présence non défensive. C'est cette présence qui permet d'écouter, de ressentir, de partager, de s'ajuster. La sécurité relationnelle, c'est pas l'absence de conflit. Il peut y avoir des conflits. On se sent en sécurité. On sent qu'on peut avancer ensemble vers un objectif commun. On sent que la volonté est d'aller vers une entente. On sent que l'amour est présent. L'amour ou la volonté. L'appréciation. Dans certaines relations, il peut y avoir une très grande sécurité relationnelle, même si ce n'est pas une relation personnelle. Il peut y avoir des conflits, de nombreux défis. Mais les deux individus ont comme objectif de surmonter l'épreuve ensemble, d'être résilients, d'avancer. Ils savent que la relation actuelle est un portrait, mais qu'elle peut aller plus loin. C'est pas l'absence de conflit. La sécurité relationnelle, c'est l'assurance que l'autre personne va être résilient avec soi et avancer. Lorsqu'on a avec l'autre une sécurité relationnelle, on n'a pas peur. On n'a pas peur de perdre le lien ou que le lien se brise parce qu'on connaît l'objectif et la volonté sincère de l'autre d'avancer ensemble. On est dans une certaine sécurité parce que l'on croit profondément et sincèrement que l'autre met les efforts et l'énergie parce que ça vaut la peine. On a confiance en l'autre, en la valeur qu'il accorde à la relation. Cette sécurité relationnelle-là va permettre aux deux personnes de rester en mode engagement social. C'est un engagement dans lequel on est certain que l'autre personne va couper les ponts.
va pas rompre les communications parce qu'elle voit l'objectif commun. Il y a certaines relations qui n'ont pas besoin de le nommer. Elles sont d'emblée en sécurité. Il y a d'autres relations qui ont besoin de nommer les choses pour mieux fixer les objectifs, pour se rassurer. Puis ça va aussi selon les traits de personnalité. Parce qu'on est tous différents. Il y a certaines personnes qui sont plus anxieuses que d'autres qui sont plus confiantes. Et l'extraversion aussi, le niveau d'introspection, le rythme de chacun. On ne peut pas s'attendre à ce que tous les individus de la planète soient rendus au même moment, au, au même temps, dans leur réflexion, dans leur cheminement. Parfois, il y a des jugements entre personnes qui vont juger que l'autre personne manque d'introspection et peut-être juste pas rendue au même rythme. Elle a peut-être d'autres réflexions, d'autres préoccupations, un autre rythme. Elle porte peut-être son attention sur d'autres événements. Chacun a son rythme. Puis parfois, forcer la maturité d'un sujet, c'est pas nécessairement la meilleure idée. Parce que des prises de conscience ou des révélations qui peuvent nous survenir en fonction de différents contextes, différentes interactions qui prennent du temps à émerger. Et on sait que c'est dans la lenteur qu'on réfléchit le mieux. Donc, parfois, on veut bien faire, puis on veut empresser les actions, mais ça ne permet pas de prendre nécessairement les bonnes prises de conscience au même moment. Lorsqu'il y a une sécurité émotionnelle et relationnelle, c'est lorsque les rythmes sont respectés de chacun. Parfois, ça peut prendre du temps avant de s'ajuster soi-même dans la relation. Il n'y a personne qui est parfait. Toute notre vie, on travaille sur soi, puis on évolue. On fait des prises de conscience. On s'ajuste. On ne peut pas revenir en arrière, recommencer certains sujets, certaines conversations, certains événements. On ne peut pas les changer. On peut juste travailler sur qu'est-ce qui se passe présentement et essayer de faire notre mieux pour l'avenir. Quand il y a une sécurité relationnelle, au moins on peut continuer à travailler ensemble vers une direction et vers le progrès. Lorsqu'il n'y a pas de sécurité relationnelle, il n'y a pas de confiance. Même durant la présence, il peut y avoir un sentiment qu'on va devoir fuir, se mettre en retrait, se taire, euh, faire de l'évitement. Euh, on peut observer de la stagnation sur des sujets, sur nos observations, par exemple.
plus longtemps. Parce que tout le monde a envie des stagnations, des hésitations, des fuites. Ce serait faux de penser qu'il y a des gens qui sont à l'abri de ça. C'est pas vrai. On est tous des humains, puis on a tous nos patterns, on a tous nos résistances sur lesquelles c'est bon de travailler. On n'est pas tous pareils. On a tous des résistances. Même les plus résilients ont des choses à travailler. La sécurité relationnelle permet de sentir que dans notre humanité, on a le temps de travailler sur nos choses et que on peut demeurer en relation durant notre progrès. On est en relation avec quelqu'un qui croit en notre progrès. On est dans une relation saine parce que l'autre a encore confiance en nous, qu'on peut progresser, qu'on peut s'améliorer. Dans des relations saines, les gens ont confiance que l'objectif de leur relation, c'est de se laisser l'espace pour progresser, la place à l'erreur. Dans une sécurité relationnelle, on a le sentiment que les gens qui nous entourent n'exigent pas la perfection de nous. Ils ne s'attendent pas à la perfection. Ils ne sont pas constamment dans le jugement ou en train de punir ou en train d'accuser l'autre de ne pas être parfait parce qu'on n'est pas parfait. Il n'y a personne de parfait. À partir du moment qu'on sait qu'on est des êtres en progrès, on doit laisser la place au progrès. Dans nos relations saines, celles auxquelles on tient, celles avec qui on a confiance d'aller dans la même direction. La direction étant d'être dans des relations nourrissantes. La permaculture humaine, c'est prendre soin de soi d'abord, prendre soin de l'autre ensuite et partager de façon équitable les ressources, étant l'énergie. L'énergie partagée exige l'espace pour que chacun puisse s'améliorer, sans se sentir constamment jugé ou réprimandé, sans sentir que dans la relation, il faut être en explication de ce qu'est la vie, constamment. S'excuser de ne pas être parfait jour après jour. Parce qu'on le sait, de notre naissance jusqu'à notre mort, on ne sera pas parfait. À aucun moment. Ça n'arrivera pas. La perfection n'arrivera pas. C'est un deuil qu'il faut faire pour soi-même et pour l'autre. Si on s'attend que l'autre soit parfait, selon nos attentes, il faut en faire un deuil. Pas un deuil de la relation, un deuil de nos illusions. Évidemment, il faut mettre nos limites. Il faut choisir les gens qui nous entourent. L'objectif étant d'être entouré de personnes qui nous permettent d'être en sécurité relationnelle. Mais nous aussi, on doit le permettre à l'autre.
Donc, les trois éléments que ça prend, c'est la vacuité, la présence non défensive et l'ouverture. Avec ces trois éléments, on met la base sur la sécurité relationnelle. La sécurité relationnelle va émerger dans un contexte où notre système nerveux est apaisé, où il n'y a pas de rigidité, on n'est pas dans l'anxiété, on est dans la confiance, on est régulé. L'autre personne est également régulée. C'est pas réellement un sentiment, c'est un état de notre système nerveux et un état psychologique qui nous permet de se vulnérabiliser. Il n'y a pas nécessairement d'attachement. On n'est pas nécessairement dans une relation de couple, ni familiale. Une sécurité relationnelle, c'est lorsque notre corps fait confiance. Notre état d'esprit nous permet cette sécurité, cet apaisement, cette ouverture, cette fertilité. Nous permet d'être réellement présent et de faire suffisamment confiance à l'autre pour accueillir notre courage. Un courage accueilli, en sécurité, va faire augmenter le poids de la relation. Parce que se vulnérabiliser, c'est comme offrir un trésor à quelqu'un. Puis la réception, juste, va faire en sorte que on va augmenter le lien parce que c'est précieux. C'est précieux de trouver quelqu'un qui prend soin de notre courage. C'est un investissement dans l'autre. On investit dans la relation. On dépose un trésor. Si la personne l'accueille avec jugement, avec dureté, avec mépris, avec suspicion, avec stress, avec recul, si la personne a réagi comme une fuite, comme une fermeture, même dans le non-verbal, on peut observer la réception de notre vulnérabilité dans le non-verbal. Et souvent, les gens vont dire, mais j'ai rien dit, je sais pas pourquoi cette personne-là a pu jamais rappeler. Mais peut-être que vos communications ont été transmises par votre visage, par vos expressions, par vos gestes, votre posture, même la façon de détourner le regard et de faire comme si on entend. Des petits gestes qui peuvent être très courts et qui peuvent réellement abîmer beaucoup une relation. La sécurité relationnelle se passe aussi énormément dans le non-verbal. Quand ton système nerveux ne se sent pas menacé, l'autre personne n'a pas besoin d'être parfaite, mais ton système nerveux n'est pas menacé, il est apaisé. C'est réciproque. La sécurité relationnelle, c'est une co-création.
Une des deux personnes ne peut pas se sentir en sécurité relationnelle si l'autre ne le sent pas. Pourquoi? Parce que c'est une menace à la relation. Donc, automatiquement, dès qu'une des deux personnes ne se sent pas en sécurité au niveau relationnel, l'autre personne ne peut pas se sentir en sécurité tout en le sachant. Parce que c'est une menace. La relation, c'est une co-construction également. La sécurité l'est, la relation. Une des deux personnes se sentant menacée va réagir. Elle va se dire, dans cette relation-là, je me sens pas bien, donc je veux voir la personne moins souvent, ou je ne veux plus la voir, ou je veux couper des ponts, ou je veux changer d'équipe, je veux changer de job, je veux changer de chum, peu importe. Euh, Ça risque de créer un bris de relation, une détérioration marquée lorsque la sécurité relationnelle n'est pas là. Évidemment, il y a des niveaux parce que il y a des niveaux de vulnérabilité au fur et à mesure qu'on construit une relation. Donc, on peut se sentir en sécurité au niveau relationnel tout en se vulnérabilisant moins que 5 ans plus tard, par exemple, où on va avoir cumulé plusieurs confidences et plusieurs co-vulnérabilités qui vont avoir permis de, de se confier et de voir nos confidences être accueillies et respectées. Ça va augmenter le poids de la relation parce que c'est des petites victoires cumulées lorsqu'on prend soin du trésor de l'autre, la confidence, l'intimité, les émotions, parce qu'on peut les augmenter, on peut les diminuer selon les différentes interactions. J'avais déjà lu un livre il y a plusieurs années qui parlait de fil d'or, une personne qu'on qu'on pouvait imaginer un fil de cœur à cœur avec les gens. Puis quand on construit une relation, imaginez que qu'on rajoute un fil d'or au fur et à mesure de nos interactions pour avoir une idée de comment se trouve la relation, à avoir un signal. Je pense que le livre se nommait Aux grands mots, les petits moyens, ou aux grands. Je pense que c'est ça. Aux grands mots, les petits moyens. Ça fait plusieurs années, là, je fais de mémoire, mais je me souviens de cette métaphore. Et je trouve que c'est une bonne idée de le visualiser parce que à chaque fois qu'on se vulnérabilise et que c'est bien accueilli, on rajoute un fil d'or sur le cœur en question. Et puis, les relations ne sont pas parfaites. Des fois, on est déçu. Des fois, ça graffine. Des fois, ça fait mal. Parce que l'amour fait mal aussi. On peut dire non, on ne veut pas que l'amour fasse mal. Oui, mais des fois, oui. Des fois, ça fait mal. Parce qu'on est maladroit. Parce qu'on est malhabile. Parce qu'on n'est pas parfait. Parce que des fois, on est dans un état qui fait qu'on n'a pas bien réagi. On n'a pas bien dit. On n'était pas aligné à ce moment-là. Il n'y a personne qui est parfait. Mais si on calcule, juste pour se donner une idée, euh, qu'on a mis 200 fils d'or sur cette carte, c'est un peu aussi une façon de voir à quel point on est résilient pour notre propre introspection.
c'est pas rigide, là, cette observation-là. Mais on peut décider. Non, là, ça mérite que j'enlève un fil d'or. Mais le fil d'or, on en enlève un. Il en reste 199. C'est un exemple, là. C'est encore solide. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se rend à un fil d'or le prochain, peut-être? Le prochain, il va y avoir une bris de relation complète. C'est-à-dire que les individus ont laissé les fils d'or se partir. Il n'y a rien qui s'est rajouté. Il n'y a rien qui s'est nourri dans la relation. Parce que quand on nourrit la relation, on rajoute un fil d'or. C'est une métaphore, mais c'est comme ça que je le vois. Donc, on nourrit la relation, on rajoute un fil d'or. Parce que, qu'est-ce qu'on a fait? On a assisté à un spectacle. Qu'est-ce qu'on a fait? On a accueilli. Euh, on a écouté jusqu'au bout, sans jugement. C'est ça, on a eu vraiment une bonne conversation, on a eu une bonne communication. Je rajoute un fil d'or. Ça a compté pour moi. Puis ça, en même temps, tu es dans la gratitude. La gratitude de tes interactions. Tu rajoutes des fils d'or. Là, tu te rends compte. Est-ce que je suis quelqu'un qui en enlève plus souvent que j'en mets? Est-ce que j'ai le sentiment qu'on m'en a envoyé un petit fil d'or? Parce que ça peut être ça. Donc, des fois, on pense à nos propres actions. On peut sentir on a été touché par une attention, puis sentir que c'est venu poser un fil d'or directement au cœur. Puis voir qu'effectivement, c'est une relation nourrissante. Donc, en sécurité relationnelle, on sent, dans le fond, que si on fait le lien avec cette métaphore-là, on peut sentir que nos fils d'or sont nombreux. On peut sentir que, bon, je sais pas, quelqu'un quelqu'un était vraiment pas dans son assiette une fois, puis c'est pas quelque chose qui va traîner dans l'esprit pendant 10 ans. C'est pas quelque chose qui va revenir pendant 10 ans en reproche et en critique dans une relation nourrissante. Si on décide de rester en relation, si on décide que cet événement-là, on a fait le tour, est-ce qu'on est assez solide pour passer à un autre sujet? Non. C'est pas qu'on soit obligé de porter plus d'attention. Mais est-ce qu'on avance encore ensemble? Si on avance, on avance. Donc, pour terminer, la sécurité relationnelle, c'est pas l'absence de conflit. C'est l'assurance que dans cette relation, on peut réparer sans risquer que ça se détériore. On peut être en mode co-construction de la réparation. On sent qu'on ne sera pas tout seul à travailler pour réparer. On sent qu'on va être écouté et que réellement, on va pouvoir avancer sans revenir en arrière. En sécurité relationnelle, on a confiance en l'objectif et dans l'atteinte du but, qui est de se retrouver dans une relation nourrissante et co-nourrissante.